Alan était un raté sans emploi qui rêvait de jouer au jeu vidéo le plus difficile qui soit. Quand il choisit le mode de difficulté Enfer sur un jeu louche pour satisfaire son désir, il renaît en tant que roturier dans un monde de magie et d'épée, et se retrouve dans un jeu grandeur nature sans tutoriel et sans seconde chance. Alan est un gamer hardcore qui ne sait même pas ce qu'est l'herbe. Il passe tout son temps à jouer dans sa chambre comme un vrai dégénéré, puis maudit les jeux parce qu'ils ne sont pas assez difficiles. Il commence à désirer un jeu plus difficile que de se trouver une petite amie et décide de chercher sur le net le jeu le plus difficile de tous les temps, avec l'équilibrage le plus horrible. Cependant, au moment où il appuie sur le bouton de recherche, l'écran de son PC se transforme soudainement en une publicité pour un jeu qui ne finit jamais. La publicité demande à Alan de les rejoindre dans un monde fantastique, d'épée et de magie. Et, confiant qu'aucun jeu n'est assez difficile pour le satisfaire, ce que mon ex disait aussi, il décide de tenter sa chance. Il a d'abord la possibilité de choisir le niveau de difficulté du jeu, et après facile, normal et difficulté supplémentaires, il voit l'option du mode de difficulté Enfer. Alan choisit avec confiance le mode Enfer, qui est accompagné d'un avertissement selon lequel il fera face à tant de désespoir qu'il n'aura même pas le temps ni l'énergie de regretter son choix. Alan hausse les épaules, disant au jeu qu'il a déjà entendu cela trop de fois, et valide son choix. Le jeu lui dit qu'il a besoin de 100 fois plus de XP pour monter de niveau en mode Enfer par rapport au mode normal, puis présente une liste de classes de personnages parmi lesquelles il peut choisir. La difficulté la plus facile est pour l'épéiste et le lancier, mais la difficulté pour des classes comme héros et seigneur démon est extrêmement élevée. Cependant, la difficulté la plus élevée est pour la classe d'invocateur, et c'est exactement ce qu'Alan recherche. Il choisit cette classe de personnage et découvre que cela lui donnera la classe sociale d'un serf, ce qui signifie en gros roturier dans le monde du jeu. Il apprend également que le jeu est toujours en phase de test alpha, ce qui le fait se demander comment il peut y accéder, mais il est heureux de devenir un testeur de jeu, alors il accepte les termes et conditions. Au moment où il clique sur le bouton, une lumière vive jaillit de son moniteur et Alan disparaît de la Terre sans laisser de traces. L'instant d'après, il sent qu'il est dans un océan sombre et tiède et il commence à apprécier cette sensation relaxante. Cependant, il réalise immédiatement qu'il ne devrait pas être dans un endroit sombre et tiède et les choses empirent encore quand il commence à sentir des choses se resserrer autour de lui. Il demande à quelqu'un de le sortir, et c'est exactement ce qu'une femme dans un autre monde est en train de faire. Elle pousse fort et fait sortir l'Alan réincarné de son ventre, et il entre dans le monde du jeu depuis le point de départ. Il réalise que le jeu ne mentait pas quand il disait qu'il l'emmènerait dans un monde d'épée et de magie, mais il a toujours du mal à croire que tous ces animes de personnages de glace dont il se moquait montrent des choses réelles. Alan ne peut pas le dire à voix haute cependant, et il ne fait que pleurer tandis que son père le tient. Et le système de jeu l'accueille, disant que s'il peut surmonter toutes les difficultés sur son chemin, il découvrira le principe du monde. Un an passe depuis, et Alan assume complètement le rôle d'un bébé, malgré le fait qu'il soit un gamer sans emploi de 35 ans à l'intérieur. Il ne peut pas encore parler, mais il conserve les souvenirs et la capacité intellectuelle de sa vie passée, et il en est vraiment reconnaissant. Il a appris que ses parents sont des serfs, et qu'ils vivent dans un village sans nom, où il paie des impôts au seigneur local pour faire de l'agriculture et d'autres choses. Son père dans ce monde est Rodin, un homme de famille travailleur, et sa mère est Tirjum, une douce femme à la fin de son adolescence. Alan voit à quel point ses parents sont romantiques, et il sait qu'il aura bientôt des frères et sœurs. Après avoir dîné un soir, sa mère le met au lit et retourne finir son repas. Et une fois seul, Alan décide de vérifier ses statistiques. Il invoque la fenêtre de statut, mais rien ne se passe, ce qui n'est pas nouveau. Alan est déçu, car peu importe le nombre de fois qu'il essaie, il ne comprend pas comment utiliser sa classe d'invocateur, et il ne peut même pas encore invoquer sa fenêtre de statut. Eh bien aujourd'hui est son jour de chance, et quand il invoque à moitié la fenêtre de statut à nouveau, un livre apparaît devant lui. Il panique et crie fort, ce qui fait que ses parents accourent dans sa chambre. Alors il fait immédiatement disparaître le livre avant qu'il ne puisse pas le voir, puis fait semblant de parler dans son sommeil. Une fois qu'ils sont partis, il invoque à nouveau le livre qui contient ses statistiques et les détails de ses compétences. Il découvre qu'il est un invocateur de niveau 1 avec 2 compétences appelées invoquer et créer, qui peuvent monter de niveau plus il les utilise. Il a également des invocations disponibles à créer, mais pour l'instant il ne peut créer que des insectes et des bêtes de rang H, et il sent que le niveau de difficulté est vraiment élevé pour lui. Soudain, une page aléatoire au milieu du livre s'illumine et s'ouvre. Alan est surpris quand il trouve une lettre d'Elmia, le dieu qui a créé ce monde, s'excusant du retard dans l'envoi de son grimoire, qui fonctionne comme sa fenêtre de statut. Elmia écrit que comme Alan a choisi une classe de personnage encore en test, ils ont dû faire beaucoup de paperasse pour préparer rapidement son grimoire. Mais maintenant, ils espèrent qu'il appréciera le jeu. Alan ne se soucie pas trop du retard, parce qu'il est plus intéressé à explorer le jeu maintenant qu'il a enfin son grimoire. Il retourne à la page d'invocation et décide d'invoquer des insectes. Mais peu importe le type de sort magique qu'il essaie d'utiliser,
Les insectes ne semblent pas apparaître. Alan décide de se résoudre à comprendre, car il n'y a pas de tutoriel dans ce monde de jeu, et il réalise soudain qu'il pourrait devoir utiliser la compétence créer avant d'utiliser la compétence invoquer. Il prouve immédiatement sa théorie en créant une carte d'insectes. Mais avant qu'il ne puisse l'invoquer, il entend sa mère approcher et fait semblant de dormir. À ce stade, Alan a en fait sommeil, et il décide de reporter l'invocation à demain. Le lendemain, pendant que ses parents sont occupés à travailler, Alan décide d'invoquer l'insecte qu'il a créé la nuit dernière, et de petites orbes de lumière bleue remplissent sa chambre avant de fusionner pour prendre la forme d'une énorme sauterelle. Alan est stupéfait en voyant l'énorme insecte et il essaie de lui donner des ordres, mais il s'avère être un insecte stupide ordinaire qui n'écoute personne. Alan est déçu et décide de vérifier les informations de l'insecte dans son grimoire. Il découvre qu'il peut nommer la sauterelle, alors il décide de l'appeler Denka. Il découvre également que le simple fait d'invoquer la sauterelle a augmenté son endurance et son agilité d'1 point. Alors il est super excité et crie fort. Deja vient le voir après avoir entendu cela, et quand elle voit l'énorme sauterelle, elle panique et l'écrase instantanément sous ses pieds. Après quelques jours d'expérimentation avec des insectes, Alan crée et invoque une souris de rang H, qui augmente ses PV et son agilité. Elle n'écoute pas non plus les commandes habituelles, mais possède une capacité appelée fuir, qu'elle utilise pour courir en cercle lorsqu'on lui ordonne. Alan a également compris qu'il peut maintenir 10 invocations à la fois, et les statistiques qu'il en tire s'accumulent, ce qui le rend beaucoup plus fort que n'importe quel bébé de son âge. Un jour, alors que sa mère joue avec lui après avoir terminé toutes ses tâches, son père rentre à la maison couvert de sang. Verja est horrifié de voir cela, mais Rodin lui dit que c'est le sang du grand sanglier qu'il a chassé avec d'autres villageois. Alan est curieux de voir le sanglier, alors Rodin décide de l'emmener le voir. Alors qu'Alan est sur les épaules de son papa, il a son premier aperçu du monde extérieur à sa maison. Rodin lui montre une volée de monstres volants et dit qu'il signale le début de la saison d'automne. Il dit à Alan de devenir comme ces oiseaux qui sont libres de voler partout, et le ciel est leur seule limite. Alan s'endort avec toutes ces conneries inspirantes, et une fois arrivé à destination, Rodin le réveille pour voir le grand sanglier. Le monstre est beaucoup plus grand qu'Alan ne l'avait anticipé, et toute une équipe travaille à le découper. Juste à ce moment-là, un homme nommé Girda arrive et dit à tout le monde d'applaudir leur champion Rodin, qui était leur MVP lors de la chasse d'aujourd'hui. Rodin devient un peu timide en étant loué, alors il passe rapidement à la présentation de son fils à tout le monde. Girda est choqué quand il voit un bébé d'1 an agir si poliment, et il répond à toutes ses questions sur les monstres. Alan apprend que le grand sanglier est un monstre de rang C qui nécessite une équipe de 20 personnes pour être vaincu, et cela devient sa référence pour devenir plus fort. Après 10 mois d'entraînement avec ses invocations, Alan monte enfin de niveau et débloque de nouvelles fonctionnalités de son grimoire, ainsi que de nouvelles compétences. Il peut maintenant créer des invocations de rangée et aussi les fusionner. Le nombre d'invocations qu'il peut maintenir à la fois a également doublé, et Alan agit avec suffisance, car maintenant, il peut doubler ses statistiques rapidement. Le grimoire peut aussi lire ses pensées et les noter, ce qui est un autre point positif. Mais il n'en a pas beaucoup l'utilité. Il veut fusionner des invocations, mais il a besoin de plus de mana pour cela. Alors il finit rapidement son dîner et retourne dans sa chambre. Avec son mana au maximum, il essaie de fusionner 2 souris, mais le grimoire lui dit qu'il n'a pas assez de mana pour cela. La même chose se produit quand il essaie de créer une invocation de rang G. Et Alan se maudit d'avoir choisi ce mode enfer. Le temps passe vite, et Alan a maintenant 3 ans. Sa capacité maximale de mana a augmenté, lui permettant d'invoquer des créatures de rang G et aussi de les fusionner. Il fusionne un insecte de rang G avec un animal de rang G, créant un oiseau de rang G assez intelligent pour obéir à ses ordres et ayant la capacité de parfaitement imiter la parole humaine. Son invocation d'insecte de rang G est en fait une grenouille, ce qui montre que l'auteur de cette histoire a échoué à son cours de biologie. La grenouille a la capacité de provoquer les ennemis à l'attaquer. Tandis que la taupe de rang G peut creuser d'énormes trous, Alan pense que toutes ces invocations de rang G peuvent être très utiles pour vaincre les ennemis, mais ces bêtes invoquées sont encore un peu stupides et il sait qu'il ne peut pas encore aller au combat réel avec elles. Soudain, il entend une voix familière et réalise que c'est le moment redouté de la journée où son ami Krina vient jouer avec lui. Elle les fait tous les deux faire semblant d'être des chevaliers et se battre en duel avec des épées en bois. Et malgré son agilité augmentée par ses statistiques d'invocation, Alan ne peut pas suivre une gamine aux cheveux roses qui manie son épée comme une pro. Il n'a même pas le temps de tenir bon et Krina brise son épée avec ses attaques impitoyables. À la fin de la journée, Alan est allongé sur le sol, épuisé et vaincu. Et quand ses parents rentrent à la maison, Krina prend congé. Alan se relève aussi et prend une partie des courses de sa mère enceinte, et ils rentrent ensemble à la maison. Pendant le dîner, Alan demande soudainement à ses parents s'il peut les aider à récolter les pommes de terre, car Tereja ne peut pas beaucoup travailler dans son état. Ses parents sont choqués par cela, mais Alan les assure qu'il est fort, donc il peut beaucoup les aider.
Roden et Derja lui disent qu'il est un enfant, donc il ne devrait pas encore les aider avec le travail agricole. Ils lui disent qu'il devra le faire un jour. D'ici là, il devrait profiter de son enfance en jouant avec Kreina. Alan comprend rapidement les raisons de l'inquiétude de ses parents. Puisqu'ils sont coincés dans la classe des cerfs pour toujours, ils pensent qu'il deviendra un fermier comme eux en grandissant. Et ils ne voudraient pas que leur fils de 3 ans fasse un travail aussi difficile, ils décident de respecter leurs souhaits. Mais sa mère fait une remarque. Elle l'a récemment remarqué en train de jeter des pierres sur l'arbre de leur jardin. Elle veut savoir pourquoi il fait cela. Et Alan déclare qu'il s'entraîne pour protéger sa mère des monstres dangereux qui rôdent dans la forêt. Roden est immensément fier en entendant cela, et soulève Alan, qui se sent coupable de mentir, car il essayait juste de voir s'il pouvait apprendre d'autres compétences. Tereja dit à Alan de protéger Kreina avec elle aussi, et il pense que la tomboy n'est pas en danger. Elle est le danger. Roden dit que puisque les deux enfants s'amusent à jouer au chevalier, il espère qu'ils réussiront très bien leur cérémonie d'évaluation. Alan est curieux à ce sujet. Alors ses parents lui disent que la cérémonie d'évaluation a lieu à l'âge de 5 ans pour savoir si les enfants ont un talent remarquable. Et avec le bon talent, ils pourraient même sortir de la vie de serf. Peu après, l'hiver arrive, et maintenant Alan peut invoquer un insecte pendant toute une journée, il est fier de sa croissance, mais ensuite, Kreina vient jouer avec lui, et il est distrait. Il se fait botter le cul, mais c'est une chose quotidienne maintenant, donc personne ne s'en soucie. Cependant, la sauterelle qu'il a laissée à l'air libre donne une frayeur à Tereja, la faisant entrer en travail immédiatement. Roden demande à Kreina d'aller chercher sa mère, puis apporte un soutien moral à sa femme, pendant qu'Alan chauffe de l'eau. Il souhaite avoir joué à des jeux de simulation d'accouchement dans sa vie précédente, car il n'a aucune idée de ce qu'il faut faire. Mais heureusement, Kreina arrive avec ses parents, Mathilda et Gerda, juste à ce moment-là. Mathilda prend immédiatement les choses en main et met les hommes dehors. Après une longue nuit de travail, les hommes se réveillent au son d'un bébé qui pleure, et ils courent à l'intérieur pour découvrir qu'Alan a maintenant un petit frère. Dercha demande à Rodin de le nommer, et il nomme le garçon Mash. Tout le monde est content de cela. Mais ensuite, Dercha réalise que son mari a nommé le garçon d'après un monstre. Il devient nerveux à ce sujet, mais Dercha commence à rire, apaisant l'atmosphère tendue. Alan se sent étrange à ce sujet, et pense que dans sa vie précédente, il était un raté, sans emploi et sans copine, et dans cette vie, il veut terminer ce jeu et devenir le joueur le plus fort de ce monde. Il apprécie aussi l'aspect familial, et espère d'une manière ou d'une autre sortir toute sa famille du servage. Quelques années plus tard, Roden emmène Alan au village voisin avec lui, et le jeune Alan est curieux de la cérémonie d'évaluation où il se dirige. Roden lui dit que la cérémonie d'évaluation est un événement spécial auquel tout le monde participe, dessert les moins bien classés aux nobles les mieux classés, dès qu'ils atteignent l'âge de 5 ans. Si quelqu'un a un bon talent, il peut s'élever au-dessus de sa classe sociale. Mais il y a une énorme concurrence pour cela. Alan est curieux de la dernière déclaration, alors Rodin lui dit que comme ils n'ont pas internet, les gens font d'autres activités amusantes pour soulager l'ennui. Et comme ils n'ont pas encore inventé la contraception, ces activités amusantes mènent à beaucoup de bébés. Beaucoup d'enfants ont 5 ans cette année, y compris Alan et sa meilleure amie Krina, qui se dirigent également vers le village avec son père. Ils atteignent bientôt l'énorme village où vivent les roturiers, et Krina veut s'éveiller en tant qu'épéiste afin de pouvoir devenir chevalier. Pendant ce temps, Alan ne se concentre que sur le village qui est bien plus prospère que le leur. Il remarque que les roturiers de ce village sont hygiéniques et bien soignés, et comparé à eux, les cerfs ressemblent à un groupe de toxicomanes sans abri. Il est surpris qu'ils laissent les cerfs et les roturiers aller ensemble à la cérémonie d'évaluation, mais il peut clairement voir que personne dans ce village n'aime les cerfs. Bientôt, ils atteignent l'église, où les prêtres accueillent les enfants et leurs parents, disant que les dieux donnent une chance égale aux enfants quand ils viennent dans ce monde. Ils commencent à parler des héros légendaires de leur pays qui sont nés cerfs, et maintenant Alan réalise enfin comment les classes sociales et les classes de personnages de ce jeu sont liées. Sur ce, les prêtres emmènent tout le monde à l'intérieur et s'arrêtent devant l'autel. Alan remarque la statue du dieu de la création, Elmia, qui lui a envoyé une lettre l'autre jour. Les prêtres appellent ensuite le chef du village avec son fils pour commencer la cérémonie d'évaluation. Ils disent au garçon de placer sa main sur la boule de cristal, et ses statistiques seront affichées sur la roche noire derrière eux. Le blond à la coupe au bol s'avance et pose nerveusement sa main devant la boule de cristal, et la roche noire affiche toutes ses statistiques, tout comme Alan les voit dans son grimoire. Le garçon à la coupe au bol a des statistiques inférieures à la moyenne pour tout, sauf l'intelligence et la chance. Et il a le talent d'être un marchand. Papa coupe au bol est fou de joie d'apprendre que son garçon a un talent, et Alan ne comprend pas tout ce tapage. Son grimoire apparaît pour lui dire que tout le monde n'a pas de talent, et il réalise qu'avoir un talent est déjà une grande réussite. Il se sent chanceux que personne d'autre ne puisse voir son grimoire, et il complimente les développeurs pour cette fonctionnalité. Peu après, d'autres enfants commencent à être évalués. Un garçon malheureux n'a aucun talent, mais son père le serre quand même dans ses bras.
Contrairement à mon père qui m'a renié quand j'ai échoué à un test, le garçon suivant a le talent d'être un utilisateur de hache, et il est le premier enfant de la journée à obtenir un A sur ses statistiques. Tous les enfants sont évalués après cela, et à la fin, seuls Krina et Alan restent. Les prêtres suivent de la politique des dames d'abord, et appellent Krina. Elle court avec enthousiasme vers la boule de cristal, et dès qu'elle place sa main devant, elle émet une lumière aveuglante. Ses statistiques s'affichent sur le monument de pierre, et les prêtres sont stupéfaits, car Krina a le talent d'être une maîtresse d'épée, avec une puissance d'attaque de rang S. Son père est ravi à l'idée que sa fille va sortir sa famille du servage pour de bon, et Alan pense que maintenant cela a du sens, pourquoi elle est si incroyablement forte. Finalement, c'est son tour d'être évalué, et la boule de cristal brille très doucement une fois, avant de s'éteindre puis d'exploser en une lumière encore plus brillante que celle de Krina. Alan est excité, pensant que ses parents sauront à quel point il est génial maintenant. Mais son père se tourne vers les prêtres car il ne sait pas lire. Les prêtres lui disent, tristement, que son fils n'a aucun talent, et Alan appelle cela de l'IA. Il court vers le monument de pierre et découvre que toutes ses statistiques sont de rang E, et que son talent n'est qu'un code CAPTCHA ou quelque chose comme ça. Alan commence à maudire les développeurs pour avoir fait des fautes d'orthographe dans quelque chose d'aussi important, mais ensuite, il sent les mains douces de son père sur ses épaules, lui disant qu'il devrait rentrer à la maison. Ses parents acceptent le fait que leur fils est sans talent, et ils lui disent que ce n'est pas grave, car ils seront toujours fiers de lui. Alan est heureux d'être né dans une famille si aimante, même s'ils sont trop fauchés. Plus tard cette nuit-là, il commence à penser que ses statistiques doivent être plafonnées au rang E parce qu'il a choisi le mode de difficulté Enfer. Alors que d'autres perdraient espoir à cela, Alan ne fait que s'enthousiasmer, car il a toujours voulu jouer à un jeu qu'il ferait pleurer avec ses niveaux de difficulté. Cependant, il n'est toujours pas remis du bug de texte dans sa colonne de talent, et décide d'écrire de mauvaises critiques pour les développeurs. Le lendemain, Alan se rend chez Krina avec ses parents, et remarque que son père a l'air irrité, sans raison. Même à la fête organisée par les parents de Krina, il continue de bouder et de faire la moue, et Gerda semble également irrité par lui. Ils commencent à être passifs-agressifs, l'un envers l'autre, et Rodin dit à Gerda d'arrêter d'agir de manière immature et de célébrer l'énorme talent de sa fille. Gerda lui répond vivement, lui demandant comment il ose dire cela, après avoir déclaré qu'il allait rompre les liens entre leurs familles. Tous les autres sont choqués par cela, et Rodin commence à expliquer que Krina a un talent extraordinaire qui peut la rendre noble un jour. Il dit à Jirta qu'il devrait arrêter de socialiser avec les pauvres serfs, et plutôt établir des liens avec la haute société, et Alan réalise que son père essaie de rendre un service à son ami qu'il n'a jamais demandé. Les deux hommes commencent à se disputer à propos de la décision égoïste et désintéressée de Rodin, et Alan s'inquiète que la bagarre ne devienne trop sérieuse. Il demande à Corina de leur demander d'arrêter, et elle sort son épée en bois, à la place. Heureusement, elle n'a pas à s'en servir, car leur mère prenne la situation en main et arrête les deux hommes qui se battaient. Alan demande à Mathilda si Rodin et Gerda se disputent toujours de cette façon, et elle lui dit qu'ils étaient comme les vieux Goku et Vegeta. Mais ils se sont bien calmés depuis qu'ils sont devenus pères. Mathilda et Nerja lui expliquent qu'ils sont tous les quatre amis d'enfance, originaires du même village. Et quand ils ont entendu qu'un nouveau village allait être créé, ils se sont portés volontaires pour le peupler. Ils sont venus ici tous ensemble et ont décidé de commencer leur nouvelle vie à proximité les uns des autres, construisant même leur maison au même moment. Parler du passé aide Rodin et Gerda à oublier leur querelle, et ils décident plutôt de savourer un bon verre d'alcool. Le lendemain, tandis que Gerda travaille avec les villageois, quelqu'un vient l'informer que les chevaliers sont arrivés pour voir Krina. Il se précipite aussitôt chez lui, et constate qu'une foule de gens s'est rassemblée dans le village des roturiers, y compris le jeune manieur de hache. Il se met en colère contre Alan sans aucune raison valable, et déclare que les bons à rien sans talent n'ont rien à faire ici. Krina prend la défense d'Alan, affirmant qu'il est présent, parce qu'il est vraiment très fort. Le garçon refuse de la croire, et commence à le pointer du doigt. Krina manque de lui arracher le doigt d'un coup de dent, mais son père la retient juste à temps, avant qu'elle ne puisse provoquer un véritable scandale. À ce moment précis, le chef du village intime à chacun de se tenir à carreau, car les chevaliers sont arrivés. Tout le monde s'écarte pour laisser passer les chevaliers, dirigés par le père Xénophe, un véritable maître d'épée. Krina est vraiment très excitée à l'idée de rencontrer de véritables chevaliers. Et avant même de s'adresser à elle, Xénophe fait appeler le chef du village. Après quelques brèves discussions, à jouer au chevalier Papa coupe au bol, et voilà que Krina et Gerda pour devenir une véritable chevalière. Pour aller voir les chevaliers. Cette nostalgie douce amère à l'idée de dire adieu à sa seule amie. Mais les choses prennent soudainement une tournure bien plus sombre lorsque Jirta s'oppose à une déclaration du capitaine des chevaliers. Il explique que Krina n'a que 5 ans et n'a jamais touché une véritable épée de sa vie. Elle n'aurait donc absolument aucune chance de réussir l'épreuve qu'il propose. Cependant, Papa Xénophe rétorque que, puisque la jeune fille est une seigneur d'épée, il est tout à fait naturel qu'elle remporte le combat. Il accuse même Gerda d'avoir menti en prétendant que sa fille était une seigneur d'épée afin de tromper les nobles, et tandis que Gerda tente d'expliquer
que Girta ce n'est absolument pas le cas, déclare que le mentir capitaine concernant des les tests chevaliers d'évaluation ordonne est un à crime son passible adjoint de la peine de mort. de Et il lancer se les doit préparatifs de vérifier que Krina sans possède tarder. réellement le talent nécessaire pour être une seigneur d'épée. C'est la raison pour laquelle ils vont organiser un duel d'escrime, une nouvelle qui choque absolument tout le monde. Girta implore la pitié, expliquant que sa fille n'est pas encore prête pour un véritable duel, mais Zénolf déclare que si elle ne parvient pas à prouver son talent lors de ce duel, toute sa famille fera un voyage sans retour vers l'au-delà. Alan trouve cela vraiment très injuste et estime que les chevaliers ont complètement perdu la raison. Mais à cet instant précis, Prina aperçoit un chevalier lui apportant une épée, et elle en est totalement fascinée. Dès qu'elle comprend qu'elle va pouvoir utiliser cette épée, elle annonce immédiatement à son père qu'elle prendra part au duel. Gerda n'en croit pas ses oreilles, mais il n'a absolument pas d'autre choix que de la laisser se battre. Très vite, tout le monde se rassemble pour assister au duel entre Krina, la jeune seigneur d'épée, et le vice-capitaine des chevaliers, dont le talent réside dans l'utilisation de la lance. Krina se jette avec une ardeur incroyable sur le vice-capitaine, brandissant une épée aussi haute qu'elle. Elle est ravie d'échanger des coups avec le vice-capitaine, qui continue de parer ses attaques avec un calme et un visage impassible. Tout le monde est absolument choqué de voir Krina manier l'épée de cette manière. Mais Alan, lui, estime que c'est tout à fait naturel pour elle, après s'être entraînée avec lui quotidiennement durant ces 3 dernières années. Il s'inquiète cependant qu'elle n'ait pas suffisamment d'habileté et d'expérience pour tenir bon face à un véritable chevalier. Au moment même où il prononce ces mots, le vice-capitaine Lael effectue sa première manœuvre offensive et repousse Krina. Elle charge immédiatement pour une contre-attaque, ce qui met Lael sur ses gardes, et il la projette instinctivement contre un mur plutôt que d'affronter son épée. Girta devient hystérique en voyant sa fille se faire frapper, mais les chevaliers le maîtrisent avant qu'il ne puisse s'en prendre violemment à Lael. Alan et son père sont eux aussi immobilisés par les chevaliers, il se dit que même si Krina est une déesse de l'épée, affronter des adultes est bien trop pour elle. Krina tombe au sol après le coup, mais soudain, elle se relève et une aura bleue l'enveloppe. Lael panique, réalisant que Krina vient tout juste d'activer une compétence supplémentaire. Elle se jette alors immédiatement sur lui, le regard vide et froid comme la pierre, sans la moindre hésitation. Elle commence à repousser le vice-capitaine des chevaliers avec son attaque impitoyable, et Alan est désormais profondément impressionné par ses capacités. Lael n'a absolument aucune réponse aux attaques incessantes de Krina. Et puis, d'un coup d'une puissance incroyable, elle brise son épée en deux. Xénoph déclare immédiatement que le duel est terminé, et Krina est visiblement déçue que le combat ait été si bref. Elle remercie l'île d'avoir combattu avec elle, et lui dit qu'il est plutôt fort pour un vieil homme, ce qui le blesse profondément, car il n'a en réalité que 24 ans. Il admet sa défaite, et tout le village se met à acclamer la jeune fille, qui vient de vaincre le vice-capitaine des chevaliers. Gerda est soulagé de savoir Krina en sécurité, et il est également incroyablement fier d'elle. Rodin et Alan partagent ce même sentiment. Puis Xénoph s'avance pour saluer le talent exceptionnel de Krina. Gerda ne souhaite pas lui parler, mais le capitaine des chevaliers s'excuse alors pour son comportement impoli de tout à l'heure et demande à discuter de l'avenir de Krina. Gerda est toujours très contrariée et se méfie de lui. Mais Xénoph lui propose d'amener ses amis pour un soutien moral. Gerda accepte finalement l'offre, et tout le monde se rassemble autour de la table à manger, dans la maison du chef du village. Le jeune manieur de hache et son père sont également présents, et Alan se dit qu'il ne veut pas se laisser éclipser par la seigneur d'épée. Xénoph prend la parole et exprime sa joie qu'une seigneur d'épée soit née dans ce village. Mais Girta, lui, est toujours furieux contre lui. Cependant, il oublie toute sa rage lorsque Xénoph annonce au chef que leur village sera désormais nommé le village de Krina, en l'honneur de la jeune seigneur d'épée. Le capitaine des chevaliers poursuit ensuite son monologue, expliquant qu'il y a 3 ans, le fils d'un baron avait été identifié comme étant une seigneur d'épée. Il avait été engagé pour servir le roi, mais il semblait étrangement faible. Ils l'ont donc réévalué et ont découvert que son talent n'était en fait que celui d'un épéiste tout à fait normal. Ils ont aussi Il s'excuse une fois de constaté plus que auprès de Gerda nombreux d'avoir fait nobles subir une avaient telle épreuve à sa menti fille, et sur Gerda leur comprend véritable désormais les talent, raisons profondes de ce cette qui a décision. mené à Il cette décide donc de politique passer de l'éponge. test Xénoph lui demande approfondi de continuer pour à les élever talents Krina à enjeux exactement comme élevés. il l'a fait jusqu'à ce jour. Et quand elle atteindra l'âge de 12 ans, elle pourra intégrer l'académie et devenir une chevalière servant directement sous l'autorité du roi. Le jeune manieur de hache, Dogora, demande alors à Xénoph s'il pourrait lui aussi devenir chevalier s'il rejoignait l'académie. Et son père commence aussitôt à expliquer avec fierté que son fils est un manieur de hache et qu'il aspire lui aussi à devenir chevalier. Xénoph confirme et annonce qu'un tuteur sera bientôt dépêché dans ce village, et il encourage le garçon à travailler très dur pour pouvoir intégrer l'académie. Alan se contente d'observer tout le monde, tout en dérobant discrètement des fruits de la table. Lorsque Krina déclare qu'ils iront à l'académie tous les deux, Dogora rétorque immédiatement que les enfants stupides et sans talent n'y mettront jamais les pieds. Krina se remet alors à se disputer avec lui. Shinov est désormais curieux au sujet du garçon. Alors Gerda le lui présente, ainsi que Rodin. Le vieil homme se lève aussitôt pour rendre ses respects à Rodin, le redoutable tueur de sangliers. Mais Rodin est étonné qu'un capitaine des chevaliers connaisse son nom. Xénoph explique que le baron de cette région apprécie énormément la viande de sanglier qu'ils lui fournissent durant les hivers. Il a également entendu de nombreuses histoires sur Rodin, qui est le véritable MVP de leur chasse. Il le félicite au nom du baron, et Alan réalise alors que son père est vraiment très impressionnant. Ils rentrent ensuite chez eux, et Rodin explique à Alan que même des serfs ordinaires comme lui peuvent être reconnus s'ils travaillent avec acharnement.
Il dit à Alan d'être fier et de redoubler d'efforts, car il a hérité de ses gènes. Alan sort alors joyeusement les fruits qu'il a discrètement subtilisés pour les montrer à son père. Et il s'avère qu'il a vraiment hérité de ses gènes, car Rodden en a lui aussi subtilisé quelques-uns. Peu de temps après, Alan se met à hurler comme si sa saucisse s'était coincée dans sa braguette, ce qui est impossible puisque les fermetures éclairs n'ont pas encore été inventées dans son monde. En réalité, la raison de ses cris de joie est qu'il a enfin réussi à monter de niveau après des années et des années de travail acharné. Toutes ses compétences existantes ont également progressé. Et en plus de tout cela, il a reçu une toute nouvelle compétence nommée Amélioration. Alan se demande s'il pourra utiliser cette nouvelle compétence pour rendre ses invocations encore plus puissantes. Et à ce propos, il remarque qu'il peut désormais créer et invoquer des créatures de rang F. Il s'attendait déjà à cela et se demande quel nouveau type de créature il pourra bien créer en fusionnant celles qui existent déjà. Il pénètre dans le pays de Dululu et commence à rêver d'invoquer un dragon malgré son niveau encore pitoyable. Puis, il se met à examiner d'autres améliorations. Il découvre que son grimoire peut désormais contenir jusqu'à 30 cartes de créatures, ce qui lui confère une augmentation de 50% de ses statistiques qu'il peut obtenir en invoquant ces créatures. Bien qu'il réalise qu'il progresse plutôt lentement, car cela fait déjà 2 longues années depuis sa dernière montée de niveau, il ne prête cependant pas trop attention au cratère qu'il a creusé dans l'arbre en y lançant des pierres chaque jour. D'un autre côté, sa mère est de nouveau enceinte, et Alan aide désormais aux diverses tâches ménagères de la maison. Ses parents commencent à se demander si ce sera un autre garçon ou une petite fille cette fois-ci, et Lurcia espère ardemment que ce sera une fille, car elle pourra alors lui donner un nom. Puis, à cet instant précis, Alan constate que son mana est de nouveau entièrement rechargé. Il ouvre alors son grimoire, et y découvre une nouvelle lettre provenant de la déesse de la création, Elmia. Il prononce le nom de la déesse à voix haute, ce qui lui vaut une vive réprimande de la part de son père, qui lui intime de ne pas prendre le nom de la divinité en vain. Alan ne souhaite pas écouter toute la leçon de morale, alors il distrait tout le monde en annonçant que l'ancienne cicatrice sur le bras de Rodin a complètement disparu. Rodin lui explique alors que c'est parce qu'il a réussi l'épreuve des dieux lors de la chasse au sanglier, un peu plus tôt. Alan est très curieux à ce sujet, et Rodin lui explique que l'épreuve des dieux est un événement tout à fait spécial, qui se manifeste parfois lorsqu'ils partent à la chasse. Alan réalise que ce que son père vient de décrire alors une soudaine et puissante montée en explosion d'énergie, et que les PNJ de ce monde l'appellent l'épreuve des dieux. Instantanément, il se dit que son père doit être à un niveau plutôt élevé, étant un chasseur de sangliers vétéran, et que, comparé à lui, il est toujours lamentablement bloqué au niveau 1. Même si sa compétence d'invocation a déjà monté de niveau à 2 reprises, Alan sait pertinemment qu'il doit chasser des monstres pour progresser. Mais le problème majeur est que, à moins que ce ne soit pour la chasse, les cerfs n'ont pas le droit de quitter leur village sans une autorisation formelle. Alors il décide de lancer son idée en douceur, en disant que ce serait vraiment très agréable d'aller chasser. Rodden, cependant, le coupe instantanément, lui expliquant que la chasse est une activité extrêmement dangereuse et que les enfants ne devraient absolument pas s'approcher des forêts. Alan est profondément déçu par cette réponse, mais plus tard dans la nuit, il décide de vérifier le contenu de la lettre que les développeurs lui ont fait parvenir. Comme il s'y attendait, les développeurs ont enfin corrigé le bug d'affichage où sa classe d'invocateur n'apparaissait pas au monument noir lors de la cérémonie d'évaluation. Non seulement cela, mais les développeurs ont officiellement envoyé un oracle divin au pape afin qu'il soit pleinement informé de cette nouvelle classe de métier, et elle sera désormais affichée correctement à l'avenir. De plus, ils ont également résolu le problème concernant toutes les compétences d'Alan qui restaient bloquées au rang E, car la méthode de calcul habituelle utilise le taux de croissance pour évaluer le potentiel de chacun. Les développeurs lui ont donc envoyé une page spéciale d'affichage du potentiel qui ne dépend absolument pas de la vitesse de croissance. Alan la consulte et constate qu'il possède des statistiques plutôt élevées sur tous les fronts, à l'exception notable de l'attaque et de l'endurance. Il possède un rang S en mana et en intelligence, ce qui est tout à fait logique pour un invocateur. Mais comme il a choisi le mode enfer, atteindre son plein potentiel serait quasiment impossible. Cependant, Alan n'a jamais peur de la tâche ardue du farming, et il décide immédiatement d'essayer sa compétence d'enchantement sur un monstre sauterelle. Il découvre que cette compétence augmente considérablement les statistiques de sa créature invoquée, mais qu'elle n'a en revanche aucun effet sur ses propres statistiques. Il invoque ensuite le lendemain Rodden part amélioré et Alan qui brille d'un éclat doré ménagère pendant une brève se consacrer à ses expérimentations. Mais juste après cela, sa mère arrive et de créatures existantes pour en créer de nouvelles, mais il ne réussit qu'en fusionnant des insectes avec des oiseaux. Et le résultat est une créature de type herbe, on ne sait trop comment, et cette logique est encore plus absurde que celle de Goku et Luffy réunis. Quoi qu'il en soit, Alan est impatient de découvrir quel bonus cette invocation de type herbe lui apportera. Il est super heureux quand il constate qu'elle augmente sa capacité de mana, lui permettant ainsi d'effectuer encore plus d'invocations et de fusions. Alan est très excité, car cela pourrait l'aider à progresser bien plus rapidement. Il invoque immédiatement la créature, qui se révèle être une pomme dotée de bâtons en guise de bras et de jambes. Alan réalise que cette pomme vivante n'est absolument pas conçue pour le combat et vérifie que sa capacité spéciale se nomme Arôme. Il ordonne à la pomme d'utiliser sa capacité, et celle-ci s'enfonce soudainement dans le sol, avant de faire surgir un grand jeune arbre qui dégage une odeur vraiment très douce. Alan trouve que c'est une capacité plutôt minable, mais sa mère semble adorer l'arôme, alors il décide de laisser le jeune arbre à cet endroit. Plus tard, Krina vient de nouveau s'entraîner avec Alan, et même s'il se fait botter les fesses, comme à son habitude, elle remarque qu'il s'est un peu amélioré,
Alan sait que la raison de cette progression est sa compétence de maîtrise de l'épée, qui a atteint le niveau 3 après s'être entraîné avec Krina chaque jour. Et en plus de cela, il bénéficie désormais de statistiques supplémentaires grâce à ses créatures invoquées. Après son départ, Alan se met à lancer des pierres sur l'arbre de son jardin, et il se sent mentalement épuisé car il n'a pas encore monté de niveau, pas même une seule fois. Il doit également s'occuper de son jeune frère Mash et aider aux corvées, car sa mère est très occupée à donner naissance à de futurs travailleurs pour le village. Il ne pense pas que son entraînement de lancer de pierres vaille vraiment la peine. Il a aussi créé une petite parcelle remplie de jeunes pommiers, car leur douce odeur réduit le temps de récupération du mana de 6 heures. Plus tard dans la nuit, Alan et Lurcia attendent avec une vive impatience le retour de Roden à la maison. Ils commencent à s'inquiéter, car ils n'étaient absolument pas censés rentrer si tôt ce soir-là. Soudain, ils entendent une forte agitation à l'extérieur de la maison et découvrent les villageois transportant un Roden gravement blessé sur une simple planche de bois. Alan et Lurcia se précipitent dehors pour aider les villageois à transporter Roden à l'intérieur de la maison. Il est terriblement blessé, avec une énorme plaie béante à l'estomac. Gerda explique que Rodin a reçu une défense de sanglier en plein ventre et que s'il n'avait pas une herbe médicinale très rare, il serait décédé avant même d'arriver chez eux. Dercia demande comment il a pu se procurer cette herbe médicinale. Girdis répond que le capitaine des chevaliers lui a donné quelques pièces d'argent l'autre jour, en guise d'excuse pour son comportement envers Krina, et qu'il les a utilisées pour acheter ses précieuses herbes. D'autres villageois se joignent soudainement à la conversation, affirmant que c'est la faute des roturiers si Rodin a été blessé, et qu'ils sont prêts à régler cette affaire à leur façon. À ce moment précis, Mash arrive, alerté par le tumulte, et se met à pleurer. Alan le ramène alors à l'intérieur pour le coucher. Gerda dit également aux villageois de se reposer et de ne surtout pas commencer de bagarre, tandis que lui reste en arrière pour veiller sur son meilleur ami. Alan s'approche de lui et demande timidement si un roturier est réellement responsable de la blessure de son père. Gerda confirme alors. Il explique qu'il y a quelques jours de cela, le chef du village leur a demandé d'autoriser les roturiers à participer aux chasses aux sangliers. En effet, la viande de sanglier est vraiment très précieuse, et même si la majeure partie en revient au baron, le reste est ensuite partagé entre les chasseurs, et les roturiers ne peuvent l'obtenir qu'en échangeant des objets essentiels contre de la viande. Et ils ne se portent jamais volontaires pour les chasses aux sangliers, car ce sont une bande de mauviettes qui savent qu'ils ne peuvent pas affronter un monstre géant. Cependant, cette fois-ci, la situation était différente. Après avoir entendu le capitaine des chevaliers Xénoph louer Rodin comme un héros, ils ont cru que les roturiers seraient en sécurité à ses côtés. Gerda explique que ni lui ni Rodin n'étaient du tout favorables à l'idée de laisser les roturiers participer aux chasses. Mais ils ne pouvaient absolument pas refuser un ordre direct du chef. Pour couronner le tout, puis le jour de la chasse, ils ont confié aux roturiers n'ont pas pris l'entraînement au sérieux pendant que tout le monde attaquait. Refusait, mais ils n'ont même pas eu le courage de faire cela, et ils ont fini par abandonner leurs armes comme une classe sociale l'un d'eux était un idiot particulièrement maladroit qui est tombé au sol, et Rodin a reçu une défense de sanglier en plein ventre en tentant de le défendre. Ils ont réussi à vaincre le grand sanglier, on ne sait trop comment, et ont même sauvé la vie de Rodin grâce à l'herbe médicinale. Gerda dit à Alan et Nirja qu'il leur apportera la part de viande de Rodin dès le lendemain, et il leur demande de rester courageux. Le lendemain matin, Alan se réveille et trouve sa mère en train de veiller attentivement sur son père. Il lui dit qu'il va prendre le relais pour s'occuper de son père, mais elle lui assure qu'elle va très bien. À cet instant précis, Rodin se réveille en sursaut, pensant encore être en pleine chasse. Sa famille est profondément soulagée de voir qu'il a enfin retrouvé tous ses esprits. Et tandis qu'il partage ce moment d'intense émotion, Alan réalise qu'il n'a pas du tout utilisé son temps à bon escient jusqu'à présent. Il était uniquement concentré sur le fait de devenir plus fort, mais sans aucun véritable objectif derrière. Il comprend désormais que ce monde n'est absolument pas un simple jeu pour les personnes qui y vivent, y compris sa propre famille. Les gens qui habitent dans ce monde sont bien réels, et sa famille l'est tout autant. Alan décide qu'il doit absolument mettre son pouvoir à profit pour assurer la sécurité de sa famille, d'autant plus que son père ne pourra pas se déplacer pendant un bon moment. À cet instant précis, Gerda arrive avec la part de viande de Rodin provenant de la chasse, et il est ravi de le voir de nouveau sur pied. Gerda dit à Rodin de ne s'inquiéter de rien du tout, et de se concentrer uniquement sur sa convalescence, car le reste des villageois prendra soin de sa famille durant tout cet hiver. Soudain, Alan prend la parole, demandant à son père la permission de reprendre ses tâches afin d'aider sa famille. Il commence à travailler le jour même, en puisant de l'eau d'un puits, puis en transportant de lourds seaux avec lesquels même un adulte aurait énormément de mal. Tout le monde est absolument choqué de voir à quel point Alan semble être bâti différemment. Mais il a tout simplement décidé de ne plus se retenir du tout. Il a maximisé sa force physique grâce à ses invocations, car c'est ainsi qu'il pourra aider sa famille au maximum. Et il ne s'inquiète absolument pas de l'attention que cela pourrait lui valoir, car ils ont déjà Krina pour détourner l'attention du monde extérieur. Après avoir livré l'eau à sa maison, il se rend au champ pour apprendre à récolter les pommes de terre auprès de Gerda. Gerda lui dit d'utiliser ses deux mains pour déterrer les pommes de terre, mais Alan commence à faire étalage de sa force en arrachant une botte entière avec une seule main. Il prétend tenir cette incroyable force de son papa et travaille avec acharnement dans le champ, récoltant toutes les pommes de terre en une seule journée. Plus tard, il contemple les pommes de terre récoltées, pensant à quel point il est profondément injuste que le baron puisse réclamer plus de la moitié des pommes de terre que les serfs cultivent avec tant d'efforts.
À cet instant précis, il entend des invités arriver à leur maison, et il s'avère que c'est le chef du village, ainsi que l'idiot, qui fut la cause de la blessure de Rodin. Le chef a apporté quelques fruits, en guise de cadeau, et l'homme s'excuse d'avoir tout gâché, ce qui a malheureusement conduit à la blessure de Rodin. Tandis que Rodin réagit avec une grande bienveillance et dit à l'homme d'être bien plus prudent s'il souhaite continuer à chasser, Derja, elle n'est pas vraiment disposée à pardonner ces idiots si facilement, elle lui fait la leçon, lui rappelant que chacun a une famille à retrouver, quelle que soit sa classe sociale, et qu'il ne devrait absolument pas traiter la vie de quiconque avec autant de négligence. Le reste des cerfs arrive à cet instant précis pour prendre des nouvelles de Rodin, et là, Za laisse s'envoler sa colère en voyant leurs étranges pitreries. Le lendemain, Alan s'en va seul dans un champ d'herbes folles, où il délimite une vaste zone pour son plan génial, destiné à aider sa famille à traverser les rudes hivers. Il invoque alors les grenouillabets de son inventaire et protège son visage avec ses mains, tandis que toutes les grenouilles lui sautent dessus avant d'atterrir au sol. Ensuite, Alan installe des pièges de niveau débutant et demande aux grenouilles d'utiliser leurs compétences de provocation, espérant ainsi attirer des oiseaux sauvages qu'il pourra piéger et ramener chez lui. Cependant, quand rien n'arrive, même après un certain temps d'attente, il décide finalement d'abandonner l'idée. À ce moment précis, il aperçoit un oiseau s'approcher d'eux et se prépare à le capturer. Mais il réalise alors que ce n'est pas un oiseau ordinaire, mais le monstre de rang B, appelé Héron Alba. Le monstre détruit les pièges, sans même y réfléchir, puis vainc les grenouilles, une par une, sans pitié. Alan réalise qu'il n'est pas de taille face à un monstre de rang B et commence à fuir, mais sa fenêtre de statut apparaît alors devant lui. Il pense qu'après avoir poussé ses statistiques physiques à la limite, il devrait être capable de vaincre ce monstre redoutable. Il décide donc de riposter et lance immédiatement une pierre à la tête du monstre avant de charger et de le frapper avec son épée. Le monstre le frappe en retour, mais Alan invoque alors une meute de chiens qui mordent le monstre et le maintiennent occupé, l'empêchant d'agir. Cependant, cela ne dure pas longtemps non plus, car le monstre oiseau les vainc rapidement tous, et Alan retourne au combat avec son épée. Le monstre le frappe à nouveau, et il subit plus de dégâts cette fois, car il a perdu de nombreux bonus après la défaite de ses invocations. Il se sent trop faible pour même se tenir debout, et le monstre oiseau l'attaque de nouveau. Alan parvient tant bien que mal à bloquer son attaque avec son épée, mais il sent que c'est peut-être la fin pour lui. La partie est terminée. Mais c'est ici que cette vidéo se termine. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé.